C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle édition d'une tasse de tech, la balado techno par excellence, qui commence à avoir les cheveux gris, ou en tout cas le bout du menton ici quand ça pousse, parce qu'on a quand même, 7e saison de balado sur la techno québécoise. Je pense que ça nous donne un certain prestige, je dirais. Il y a quelque chose qui se bâtit Prestige ici. doublé et renforcé par la présence de mon co-animateur Pascal Forget. Salut Pascal. Merci. Puis là, quand tu parles de cheveux, c'est sûr que moi, j'en ai moins que toi. Toi, tu as une abondance capillaire légendaire. Ben là, Pas écoute, un poil blanc. Je vais devoir faire un parallèle et aller chercher dans ta vie privée, passer les photos de toi que tu partages sur Facebook ayant 24, 25 ans. Ah non, J'étais fringant chroniqueur télé. Écoute, j'étais plus vieux que ça, Alain. J'ai commencé les nerds, j'avais 30 ans. Ah, quand même, j'avais okay. des cheveux à l'époque, fait que la photo à laquelle tu fais référence, je l'ai publiée sur Facebook, mon post le plus populaire sur Facebook. J'ai trouvé dans une clé USB de 128 mégabits, 58 mégabytes. 128 mètres. C'était le top du top à l'époque, en plus, hein? Exactement, c'était le summum. J'ai trouvé des photos de webcam de 2006. Quand même. La qualité d'image était épouvantable, mais j'avais beaucoup de cheveux à l'époque. Alors, j'étais très content. Beaucoup de nostalgie là-dessus. Notre époque, la revanche des nerds. On a quand même 10 000 âges hein, quand on fait le bilan, il n'y a pas le choix. Ouais. C'est drôle, tu parles du podcast qui a 7 ans, 7e saison. Les Nerds, ça a quand même duré 15 ans. Ben voilà. 16 ans. Ben oui. Ben, ça a donné, écoute, ça a lancé la carrière, je vais le dire comme ça très pompeusement, de Patrick Masbourian, hein, quand même, pas rien. Entre autres. Et nous, on fait bien quand même, je pense. C'est ça, tu en as fait partie un petit bout. Tu parlais de voiture. J'ai fait de l'actu chez vous pendant 1 an ou 2, je ne sais plus trop. Voilà. Moi, ça a été, sérieusement, j'ai commencé, c'est drôle, on va parler de choses très personnelles. J'ai commencé le premier matin, ma blonde venait d'accoucher la veille de notre premier enfant. Donc, je voulais pas rater l'occasion professionnelle. Cette journée-là, j'avais pas dormi beaucoup. Ça paraissait, parce que ça n'a pas été une très bonne chronique de ma part. Écoute, si on tombe dans la vie personnelle des autres, il y a quelques matins où Patrick n'avait pas dormi beaucoup. Ah, ben là, pas ça, à cause de ses enfants. Ben, écoute, la vie de famille, hein, concilier ça avec le travail, ça fait partie de la job, peu importe la job. On va partir le show maintenant pour vrai, officiellement, de la bonne façon. Est-ce que tu... Ben oui, en parlant de café. Collaborateurs, nos partenaires, annonceurs. Ah oui. Ben oui, en parlant de café, tu aimes le café Alain. La Jura E8. J'ai parlé à 2 personnes cette semaine pendant une petite pause l'été, 2 personnes qui avaient acheté une machine à café, très satisfaits. On parle de la Jura E8, le nouveau modèle le plus performant, entièrement automatique avec des boutons qui permettent de choisir sa boisson. Ça transforme du café en grain en boisson de votre choix. Il y a une petite chute à l'arrière pour du café moulu, pour son petit décaféiné de l'après-midi. On peut ajuster très précisément et très facilement la quantité de lait, d'eau et de café. Il y a un filtre intelligent, le nettoyage est super simple avec des enzymes pour le lait. Il y a un trou pour le café, je l'ai mentionné. Visitez la salle de montre chez Edica, c'est une expérience assez fantastique. Arrivez là sans boire de café, sinon vous allez exploser votre vie. Si vous faites des dégustations sur place, vous allez faire des dégustations et avoir beaucoup de plaisir. Mm-hmm. Et donc, c'est ça. Puis il y a aussi GoDaddy.ca, Microsoft et TELUS. Sans eux, ce podcast-là n'existerait pas. On les remercie, c'est sûr. Écoute, j'ai pris une note parce que j'ai vraiment absolument pas suivi ça. On revient de vacances, hein, je suis un peu décalé. Il se passe de quoi du côté du iPhone, l'iPhone 14 déjà? C'est tout simplement qu'il y a des rumeurs comme quoi le lancement du iPhone 14 pourrait avoir lieu aussitôt que le 7 septembre. Normalement, c'est un petit peu plus tard. En ce moment, ça a balancé beaucoup avec Taïwan, les manufacturiers, Apple qui pourrait écrire à l'endos de ses appareils Made in China, Taiwan, Taiwan, China, pour s'assurer que China est sur le nom des appareils. Donc, ça se peut que le iPhone soit lancé aussitôt que le 7 septembre. Donc, si vous achetez un iPhone en ce moment, ça se peut que dans quelques semaines, vous vous dites « Ah, j'aurais pu avoir le nouveau modèle finalement. » Ben oui. Alors, c'est, selon beaucoup d'analystes, un
mauvais moment pour acheter un iPhone. Pas parce que l'iPhone est un mauvais appareil, pas parce que l'iPhone 13 n'est pas bon. Simplement que vous risquez de le payer moins cher dans quelques semaines ou vous pouvez avoir pour le même prix ou un prix similaire l'iPhone 14. Je vais prolonger ton information avec notre rumeur parce que c'est en lien indirectement avec ce dont je vais parler en fin d'émission, les Pixel Buds Pro. Il va y avoir des nouveaux AirPods aussi, probablement des AirPods Pro qui vont être présentés dans les prochaines semaines à côté du nouveau iPhone. Et tout ça, les amis, malgré tout ce qu'on discute là, depuis plusieurs mois, va avoir encore un port Lightning. Il n'y a peut-être pas un port Lightning, une connexion Lightning, et ce ne sera pas encore du fameux USB-C rendu obligatoire en Europe, parce qu'en Europe, ça va être obligatoire seulement l'année prochaine. Donc, peut-être une autre raison aussi, si vous voulez un petit peu retarder l'achat d'un téléphone, parce qu'il y a une version 15, présumément, qui va être présentée l'année prochaine avec une meilleure durabilité, avec le meilleur connecteur, parce que sinon, encore une fois, on le sait, chez Apple, les adaptateurs, les fameux dongles, mon Dieu que c'est toute une aria, cette histoire-là. Il y en a partout, pour tout et tout le temps. Donc, peut-être que vous voudriez vous éviter ça. Je disais, d'ailleurs, c'est un lien avec l'actualité qu'on va faire tantôt, mais je parlais avec des gens de Motorola récemment, cette semaine, qui me disaient que justement, l'important, en ce moment, pour les gens, c'est la durée de vie de la batterie des téléphones, parce qu'ils veulent les faire durer plus longtemps dans le temps. Et plus tu as une grosse batterie, évidemment, moins elle se dégrade rapidement, ou en tout cas, plus qu'il y a quand même d'autonomie dans plusieurs années. Donc, c'est un facteur important. Si vous voulez étirer la durée de vie de votre téléphone actuel, ça va vous faire sauver des sous. Tout simplement, et vous pourrez nous remercier parce que c'est clairement moi qui ai inventé ça, ce conseil-là. Non, mais c'est vrai, les nouveaux modes de recharge sur les téléphones ne chargent pas jusqu'à 100%. Pour garder la pile moins, ne pas la charger à capacité à chaque fois, augmenterait la durabilité. J'ai vu ça à la recharge de certains téléphones. Je me disais, voyons, pourquoi ça ne va pas à 100%? C'est voulu. Avec certains modes d'économie d'énergie, de sauvegarde de piles, regardez ça dans vos réglages, dans vos paramètres. Exact. On va tout de suite passer aux actualités qui sont présentées cette semaine, comme toutes les semaines dernières d'ailleurs, par l'infolette quotidienne InfoBref. Là, on m'a dit que j'étais plate quand je présentais InfoBref parce que, évidemment, InfoBref, c'est une infolette qui se veut très sérieuse et très correcte. Mais c'est quand même quelque chose de super intéressant. Il y a des nouveautés qui s'en viennent cet automne, notamment une infolettre du samedi qui est axée sur, je pense que le nom, c'est InfoBref, vos affaires. Donc, c'est très finance personnelle. Il y a de la techno, donc les gens qui aiment la techno, allez voir ça, abonnez-vous, parce que c'est une bonne porte d'entrée, en fait, pour commencer à toucher ce service web, une infolettre quotidienne dans votre boîte de courriel le matin et le soir qui, ma foi, fait efficacement le travail. J'étais en vacances dans les dernières semaines, d'où l'inexistence de balado depuis 3 semaines. Et j'avais pas le journal livré à ma porte, parce que moi, mon journal, il est en papier, il s'appelle Le Devoir, n'est-ce pas? On sait pas pourquoi. Je peux vous le dire, je travaille pour Le Devoir, fait que c'est une raison. Mais c'est aussi un excellent journal. Longue histoire courte, ça a bien remplacé pendant les semaines de vacances la lecture du journal. C'était plus rapide. Des fois, on n'a pas le temps de le journal le matin. Et sérieusement, InfoBref, ça vaut le détour. Allez voir ça, infobref.com. Abonnez-vous, abonnez vos amis. Il y a même, je pense, qu'il y a de l'argent qui est remis à des banques alimentaires québécoises pour chaque nouvel abonné. Vous pouvez mentionner que ça vient de moi, puis comme ça, je vais me faire de nouveaux amis. Première actualité, Pascal, parle-nous un peu de ça. Là. Il y a eu, on connaît tous Spot, le robot de Dynamic. Comment ça s'appelle? Boston Dynamics. J'ai écrit Boston Robotics, mais c'est Boston Dynamics. Là, Google arrive avec son propre robot. C'est quoi cette affaire? Je pensais qu'il y a juste Tesla qui voulait faire des robots. Là. Tout le monde veut faire des robots. Hein. La robotique, c'est la nouvelle affaire. Huawei a ses robots. C'est vrai. C'est vraiment des trucs comme ça. Mais il y a Alphabet, la maison mère de Google, qui a présenté un robot qui n'impressionne pas par ses pirouettes, mais par une percée de la compréhension du langage, Alain. Ah, ben là, c'est comme un gros micro sur 2 roues, quoi. Écoute, j'irai pas jusque-là, mais disons qu'il est moins acrobatique que celui de Boston Dynamics. Ce qu'il permet de faire, c'est que le rêve d'avoir un robot qui fait le ménage chez soi, là, en passant l'aspirateur, ramasser les choses. Écoute, on peut demander au robot, j'ai renversé mon verre, peux-tu m'aider? Oh! On lui dit pas plus de détails que ça. C'est ambigu comme question parce qu'il pourrait ramener juste un nouveau verre avec quelque chose dedans. Ouais. Voilà. Et donc, le robot, semble-t-il, serait assez intelligent quand on lui pose des questions aussi vagues comme « j'ai faim, apporte-moi une boisson santé ». OK. Un humain peut facilement comprendre que tu as faim, je vais t'apporter de la nourriture. Une boisson santé, je sais que tu veux peut-être plus un verre d'eau que de la boisson gazeuse ou une délicieuse bière. Le robot le fait. Le robot analyse les options. Il va faire ce que tu veux et pas ce que tu dis. Je trouve ça super intéressant comme concept. C'est un 2e degré. Ben oui, c'est ça, exactement. Ah oui, et sur 101 instructions, le robot de Google a pu planifier une action correcte 84% du temps. OK. Ce qui n'est pas pire. Et l'accomplir correctement, j'avais peur un peu. 74% du temps. Donc, non seulement il a compris,
mais il a réussi à l'accomplir, la Comme faites la séquence job. d'action. Ouais. OK. Quand on parle de séquence d'action pour faire un geste comme ça, c'est déterminer qui parle, Mm-hmm. mémoriser où est la personne, voir qu'il y a du liquide renversé, fouiller dans les armoires pour trouver une éponge, vérifier qu'une éponge, c'est mieux qu'un ouvre-boîte pour régler le problème. C'est pas faux. Et éponger, essorer l'éponge dans l'évier, ramener l'éponge, rééponger. C'est tout un paquet d'étapes. Donc, il semble qu'ils s'en vont vers ça. Je ne sais pas à quel point ça fonctionne vraiment dans la vraie vie. C'est un système qui s'appelle le PAL-SECAN, combinaison de langage et de robotique. Et il fouille sur Internet pour analyser les options. Donc, il va vérifier qu'une éponge, c'est plus pertinent pour régler un dégât qu'un aspirateur, par exemple. Donc, il Google la réponse à la question comme tout le monde ferait, finalement. Parce que c'est un verre. Donc, il va analyser toutes ces options-là. C'est intéressant parce qu'on n'en a pas parlé, hein, mais je fais une parenthèse. Amazon vient d'allonger quelques milliards de dollars pour acheter iRobot. Oui, ben oui. Donc, clairement, il y a une volonté. Là, Samsung au CES avait présenté un robot qui vidait le lave-vaisselle. C'est un peu bizarre qu'il n'ait pas présenté un lave-vaisselle qui se vide tout seul. Là. Il fallait comme un deuxième robot. Mais je pense que tu touches un point. Il y a vraiment un mouvement vers ces services domestiques automatisés qui s'en vient définitivement. C'est la prochaine étape d'amener ça. Et moi, j'aimais beaucoup, j'ai essayé de faire un exemple québécois de phrase qui pourrait être ambiguë pour un robot, mais pas pour un humain. Ah oui. Apporte-moi une petite frette pour me rafraîchir. Je prendrais 2 roteux. 2 roteux. Le robot de Google devrait comprendre en fouillant sur Internet qu'une petite frette, c'est une bière. Pour se rafraîchir, je veux boire et pas que tu baisses la température. Et tout ça, il faut que je le dise, et tout ça, Alain, alors que j'ai toujours de la difficulté à éteindre et allumer les lumières dans mon salon avec Google et que je n'arrive toujours pas à lui demander d'allumer la bonne station de radio web que j'écoute depuis 20 ans. C'est un excellent point que tu fais parce que on passe de ça et on pense que les robots s'en viennent, ils vont dominer le monde alors qu'ils sont pas foutus de nous comprendre 4 fois sur 5. Et puis toi, tu voulais parler d'un téléphone Motorola Edge. Oui, imaginez-vous donc que Motorola existe toujours parce qu'on le voit moins ici, mais aux États-Unis, Motorola, c'est le numéro 3 derrière Samsung et Apple. Et quand je dis numéro 3, ça sonne gros, mais essentiellement, les parts de marché, c'est, mettons, 40 20 puis 3 Fait que c'est vraiment, il y a vraiment une grosse marge entre les deux premiers et le troisième. Mais ça place quand même Motorola devant Google, devant d'autres fabricants, TCL, ainsi de suite, qui sont plus marginaux, mais qui sont aussi dans l'écosystème Android. Motorola, donc, a présenté, et pour une première fois depuis super longtemps, a présenté à des médias canadiens, c'est-à-dire moi, j'étais le seul Canadien sur place, un nouveau téléphone, une nouvelle version, en fait, du Motorola Moto Edge, qui est l'espèce de canif suisse du catalogue Motorola. Oui, monsieur. C'est celui qui se plie, non? Le Edge, c'est pas. Non, exact. En fait, c'est un peu ça la déception que j'avais, c'est que j'y allais en pensant, waouh, une conférence de presse où je vais pouvoir voir un téléphone pliable qui n'est pas signé Samsung. Mais non, c'est le Razer, R-A-Z-R, comme le Razer d'il y a 15 ans. Excepté que là, il n'a pas été présenté. Ils l'ont repoussé. Ils voulaient le lancer en Chine il y a quelques semaines. Ça a été repoussé aussi. Fait que je pense qu'ils ont des problèmes de fabrication. Mais semble-t-il qu'il est à l'horizon. On va le voir bientôt. Mais pour l'instant, c'est seulement le Edge. Il y a un intérêt pour le Moto Edge. Je vais vous dire tout de suite, c'est un téléphone qui va se vendre $600 au Québec, au Canada, en fait, et probablement même $0 avec un forfait chez un fournisseur de services sans fil, qui est un espèce de haut de gamme à moitié prix. C'est un peu ça l'approche. Écoute, caméra, il y a deux caméras à l'arrière, 3 caméras, en fait. Il y a une caméra double qui fait de 13 mégapixels, qui fait du grand angle et du macro, donc un peu comme l'iPhone 13 le fait. Il y a une caméra normale, objectif équivalent de 35 mm, qui fait 50 mégapixels au niveau du capteur. Donc ça, c'est beaucoup. Ça fait des belles images très nettes. Il y a un mode nocturne automatique que j'ai pu essayer qui est le fun. Caméra frontale de 32 mégapixels. Statistique intéressante fournie par Motorola. La caméra frontale de selfie, là, en général, en Amérique du Nord en ce moment, est 20% plus utilisée que la caméra arrière sur les téléphones. Donc, ça vous donne une indication d'où la tendance s'en va par rapport à la photo sur un mobile. De moins en moins, c'est vers l'avant. De plus en plus, c'est vers soi-même. Grosse batterie de 5000 mAh. Donc, bonne. Chez Motorola, on dit que c'est bon pour 2 jours d'utilisation. C'est certainement 16, 18, 20 heures intensives. Là. Donc, ça peut servir sur plus qu'une journée si on ne l'utilise pas 24 heures. Là. Ça serait un peu fou de le faire. Pour avoir joué avec, c'est un appareil qui a un beau format, un bel écran de 6,8 pouces, lumineux, 144 Hz de rafraîchissement, ce qui est quand même pas mauvais. J'ai trouvé ça assez intéressant. Évidemment, ce que Motorola dit, ils ont raison. La batterie, c'est le principal truc que les gens regardent en achetant un téléphone, puis c'est très vrai. Donc, ce téléphone-là fait bien. C'est un des peut-être 2 ou 3 téléphones dans le marché qui font le mieux en termes d'autonomie. Donc, ça, c'est un gros point. Il est vendu $600. C'est pas très cher. Hein. Ça vaut la peine de reconsidérer. Puis, ces téléphones comparables peuvent aller 800, 1000, 1200 facilement.
il y a un détail qui va peut-être irriter les gens un peu plus techno. C'est un processeur MediaTek qui l'anime, MediaTek Dimensity 1050 avec une antenne 5G et tout le kit. Là. Il est prêt pour le 5G Millimeter Wave aux États-Unis, qui n'est pas encore ici du tout, qui ne sera pas ici encore 2 ans. Mais c'est un processeur qu'on ne connaît pas trop, en fait. MediaTek, on connaît la marque, puis c'est de la mécanique, là, c'est de l'électronique, des puces depuis longtemps, mais au niveau est-ce qu'on peut comparer ça. Les applications s'ouvrent quand même assez vite. Ça allait plutôt bien. Je ne sais pas à quel point c'est durable comme performance. Ça va être à suivre définitivement. Et l'autre détail, c'est que Motorola au Canada, ils ont une très petite présence maintenant. Ils ont vraiment réduit leur présence. Le catalogue est extrêmement limité. Ce qui fait c'est un peu triste parce que c'était une marque qui était, vous savez, Motorola, c'est l'inventeur du téléphone cellulaire. C'était une des entreprises de Chicago qui étaient les plus réputées. Et là, ils ont été rachetés par Lenovo et maintenant, c'est rendu juste une marque de produits de Lenovo. Donc, ça a perdu un peu de sa superbe. Mais quand même, le téléphone, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Il va être en vente d'ici la mi-septembre, probablement, d'ici quelques semaines. Motorola Moto Edge. On parle souvent de téléphone haut de gamme, mais celui-là, milieu de gamme. C'est une belle nouveauté en attendant le Razer que j'ai hâte de voir, qui va être pliable. Qui se plie, c'est ça, c'est le Razer Edge versus le Edge. Ah, possible, ouais, ça se peut très bien. C'est ça qui m'a confondu avec. Donc, côté, parle-nous un peu d'Airbnb qui ne veut plus qu'on fasse la fête, si j'ai bien compris. Oui, est un peu cassé de party. Moi, Airbnb a cassé mon party dans ma vie à beaucoup de reprises. On avait quelqu'un qui louait de façon assez illicite dans notre building du Airbnb. C'était fouillé tout le temps. Donc, un outil d'Airbnb qui a été lancé au Canada et aux États-Unis. Et là, j'ai été content. On n'a pas parlé d'intelligence artificielle. On a parlé d'algorithme. Je m'attendais à ce qu'on glisse le mot intelligence. On parle d'algorithme qui va identifier les réservations à haut risque de Airbnb pour des gens qui vont faire le party. Donc, c'est quand ils soupçonnent que la personne va louer un endroit pour faire le party, ils vont regarder l'historique des critiques positives ou pas de critiques ou des critiques négatives. On va regarder le moment depuis quand la personne est membre, la durée du séjour, la distance entre la personne et l'endroit où elle loue. Mon Dieu, OK. Si tu loues dans ta ville, peut-être qu'il y a des chances que c'est pour faire le party. J'imagine que c'est ça. Et donc, c'est la fin de semaine ou pas. Cet algorithme-là va faire ça. Et les gens qui se font refuser une réservation pourront toujours louer un hôtel ou une chambre privée. Donc, si la personne veut quand même louer une chambre privée, à ce moment, on assume que le propriétaire va être dans la pièce à côté, réduit les risques de party. J'ai trouvé ça très drôle parce que dans l'article, on parlait où j'ai eu ma nouvelle, on parlait qu'en 2019, il y avait eu un party qui avait dégénéré dans un Airbnb, 5 morts. Oh boy! C'est un gros party. C'est dégénéré pour vrai, ben oui. Ouais, ils ont éliminé ensuite les endroits spécifiquement pour faire les parties. Parce qu'il y a des gens qui offraient des endroits spécifiques, venez faire le party dans notre place. Ils ont éliminé ça. Ils ont fait des limites pour les gens en bas de 25 ans et ils ont interdit les parties de façon permanente depuis fin juin, sur l'application. Tout ça pour favoriser le respect des voisins. Je rigole beaucoup, compte tenu des pratiques peu nobles que Airbnb utilise pour rester présent malgré toutes les interdictions. Il y aurait 6600 personnes qui, depuis le début des mesures d'Airbnb, auraient été suspendues du service pour avoir tenté de faire le party. C'est fou. Mais tu sais, tu le disais, Airbnb, à la base, c'est un service qui était tout à fait logique et noble et qui devait exister, mais l'abus, super belle idée. ça fait dégénérer un paquet d'affaires. Et encore là, c'est beaucoup de gens ont abusé de ce service-là de plein de façons et ça donne effectivement de façon générale, dans les technos en ce moment, tout ce qui était, tu sais, les fameuses, les fers de lance là, de la décennie passée, en ce moment, on arrive au stade où tout le monde est un peu, on a un petit peu abusé de tout ça, là, puis on dégrise, puis on se rend compte que ça prend des limites. Donc, c'est la prochaine vague. Dans Airbnb, mais ailleurs aussi. Parlant de services qu'on utilise et que ça dégénère rapidement. J'allais faire exactement ce qui vient là, Alex. La plupart des gens qui sont un petit peu techno connaissent les services VPN. C'est des espèces d'applications qui permettent de diriger notre trafic de navigation web à travers un serveur distant, donc pour se masquer des services qu'on utilise ou pour se masquer des géobloqueurs pour accéder à certains contenus. Par exemple, si vous voulez profiter du contenu de Netflix aux États-Unis, vous utilisez un service VPN qui va identifier votre ordinateur comme étant près d'un serveur aux États-Unis et là, pouf, ça débloque le catalogue. On s'en sert comme ça pour plein de trucs. Malheureusement, vu la popularité et l'espèce de zone grise dans laquelle ces services-là se trouvent, il y a des services VPN qui abusent. Et en gros, si je devais vous dire un truc pour résumer la nouvelle, c'est méfiez-vous des VPN qui sont gratuits. Il y a un organisme qui s'appelle le Centre de formation et technologie de l'information qui a découvert qu'au moins 2 services VPN gratuits
et je dis au moins avec en gras clignotant rouge, là, au moins 2 services VPN gratuits utilisaient les appareils connectés à leur réseau, donc les utilisateurs qui gratuitement l'utilisaient, pour les transformer en zombies pour de la fraude ou du cyberespionnage. Donc, essentiellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'adresse IP de l'utilisateur. Ils font un peu de service inverse d'un VPN. Ils utilisent l'adresse IP pour cacher derrière cette adresse-là l'utilisation malicieuse qui se fait par d'autres personnes. Donc, on appelle ça un service de proxy. Donc, c'est vraiment l'inverse de ce qui devrait être fait. Les 2 services que l'organisme en question a identifiés sont des services qui s'appellent Mask VPN et Dew VPN, Dew, D-E-W. Comme je viens de le dire, l'arnaque, c'est qu'ils font croire que c'est un VPN, alors qu'à l'inverse, ils connectent les appareils à un espèce de service. Je ne sais pas c'est quoi, c'est .RE. Je ne sais pas c'est quoi comme pays, là. RE, c'est un nom de domaine national que je ne connaissais pas jusque-là. Mais en gros, c'est un outil qu'utilisent les gens aux intentions malicieuses, les méchants cyberpirates qu'on voit toujours avec une capuche dans une chambre noire qui sont probablement habillés tout à fait normalement, là. Mais ces gens-là, ils utilisent ça ensuite pour faire soit des attaques par déni de service et tout comme ça, qui ensuite, évidemment, ils se cachent derrière vous pour ne pas être identifiés. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, méfiez-vous. Il existe des services VPN légitimes, n'est-ce pas, pour lesquels, généralement, il faut payer. Écoute, ça peut être aussi peu cher que 3-4 $ par mois, là. Donc, il y a des services qui sont quand même relativement abordables et qui vont vous éviter de tomber dans ce piège-là. Donc, prenez des notes. Oui, Pascal. Parlant de prendre des notes, le .RE pour les sites web, j'ai utilisé un moteur de recherche qui s'appelle Google, qui est vraiment fantastique. Merci. C'est toi d'animer une balado puis de faire ça en même temps, donc je t'écoute. J'avoue que je n'y aurais pas pensé. Réunion. L'île de la Réunion. Réunion.re. Alors, j'imagine qu'ils doivent faire des revenus en vendant le nom de domaine .re. C'était comme .tv, comme tous les noms de domaine nationaux. Le Tuvalu. Exactement. Grande source de revenus du pays, le Tuvalu, c'est l'extension .tv. .tv, exactement. Donc voilà, méfiez-vous des services VPN gratuits, longue histoire courte. Ça complète nos actualités de cette semaine. Prenez une petite pause avec nous, ça ne sera pas très long, le temps de jouer une petite chanson thème de balado. On parle ensuite, et ça a l'air un petit peu sec comme ça, mais on parle d'assurance en ligne et comment vous pourriez payer 30% moins grâce à un service québécois qui vient de récolter 2 millions de $ pour élargir son service, mais qui permet de faire toute la job, toute la recherche jusqu'à la souscription là, à travers son propre et seul site web. Restez avec nous, on en parle tout de suite dans un instant à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech, édition... Ah oui, c'est ça, j'ai oublié de te dire ça en début d'enregistrement, Pascal. Nous sommes en édition féline parce que nous sommes la mi-août. Ah, purée. Heureusement que tu me l'as pas dit au début. Ben, écoute... J'hésitais, mais là, je ne pouvais pas me retenir parce que c'est tellement un excellent jeu de mots. Tu sais, des fois, il y a des moments où tu te dis c'est correct que tu te laisses aller. Des fois, tu peux te contenir. Bon, ben, je me suis pas contenu alors. On est là pour la qualité du français, je vous le dis tout de suite. On est aussi là pour faire une entrevue comme on fait chaque semaine. Pascal, je te laisse présenter le segment. Oui, le petit bloc ici est retour de vacances. Ah oui, ça rentre au poste. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par GoDaddy.ca qui offre un moyen facile de créer un site web professionnel pour votre entreprise. Facilement, simplement, ils ont tout ce qu'il faut pour créer un site web, du nom de domaine jusqu'à l'interface WYSIWYG pour le concevoir. Dans une présentation de GoDaddy.ca, on nous a montré comment on pouvait faire un site web à partir de son téléphone. En 5 Même minutes. pas besoin d'ouvrir le laptop. Ah oui. Tu peux créer un prototype de ton site web et le publier, paf, de ton téléphone. Tu me voles les mots de la bouche parce que je pense qu'on va se recevoir. Ils ont un technicien, le chef technicien de GoDaddy au Canada et du Québec est francophone. Puis je pense qu'on va le recevoir pour... Ah ben oui. Écoute, faire un site web. très fort sur le côté français, le côté d'avoir rapidement les mêmes fonctions en français qu'en anglais, sont très actifs. Oui, non, puis on en discutait à ce moment-là, parce que la façon de faire les sites web évolue selon le groupe d'âge auquel on appartient. Tu sais, nous, on pensait, tu enregistres un nom de domaine, après ça, tu vas chercher les serveurs, après ça, tu fais un paquet d'affaires. Eux, ils pensent vraiment d'une nouvelle génération qui, c'est juste comme, tu veux un site web, tu peux aller sur le Python, tu as un site web. Donc, ça a vraiment évolué, mais c'était intriguant. Des choses qui évoluent, il y en a beaucoup, et celle dont on va parler à l'instant aussi évolue beaucoup. On parle d'assurance, qui est comme ce qui a l'air un peu sec comme ça pour une balado techno, mais il y a quand même beaucoup de choses à savoir par rapport à ça, surtout parce que c'est en train vraiment de traverser ce virage numérique dont on parle depuis un bon bout de temps dans bien d'autres créneaux. Pour en parler, on reçoit le fondateur et PDG d'une compagnie qui s'appelle U7, qui offre un service d'assurance en ligne, un comparateur et tout ça, qui a quand même qui avance des chiffres assez intéressants en termes d'économie possible pour l'utilisateur moyen. Notre invité, donc, Xavier Freeman. Xavier, salut! Salut Alain, salut Pascal.
Écoute, merci d'être avec nous, premièrement. Deuxièmement, là, parle-nous un peu, parce que moi, moindrement qu'on écoute la radio ou qu'on regarde la télé, il y a des annonces d'assurance, de groupes d'assureurs qui font des trucs en ligne, des soumissions en ligne, plein d'affaires en ligne. On a l'impression que c'est normal, naturel et que ça existe depuis longtemps. Mais ce que vous faites, vous, ça va plus loin. Là, on parle d'un comparateur, d'un service qui permet de s'assurer rapidement au complet en ligne. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, exactement. Puis nous, dans le fond, juste pour donner un peu un peu de notre historique, là, c'est pourquoi on a lancé la compagnie, c'est mon cofondateur Philippe et moi-même, dans le fond, on s'est vraiment mis en tant que consommateur d'assurance. Quand vient le temps d'acheter de l'assurance en ligne, ce qu'on voyait comme problème, c'est que, comme tu as dit, il y a énormément d'offres. Donc, il y a plusieurs différents assureurs. Puis, quand on met du temps là-dedans, on réalise que chaque assureur a un prix différent par rapport à notre profil d'assuré. Même si on met les mêmes informations, on habite à la même place, on a le même âge, on est même... Puis c'est exactement des prix totalement différents d'un assureur à l'autre. Puis là, donc, quand tu es en ligne, tu es chez toi, ben, tu veux commencer à ouvrir différentes pages puis faire des soumissions sur différents sites. Puis ça prend quand même énormément de temps. Puis à la fin, quand tu arrives puis tu penses que tu as trouvé la meilleure offre, là, tu réalises que les couvertures sont totalement différentes que ce que tu as vu ailleurs. Puis là, tu es à la maison tout seul chez toi, puis tu es en pleine inertie, tu ne sais pas trop quoi faire. Mm-hmm. Nous, on a vécu ça, mon comparateur et moi, en tant que consommateur d'assurance. Puis on voyait qu'il n'y avait pas vraiment de solution adaptée à nos besoins en ligne. Puis on voyait beaucoup de services au niveau des services bancaires en ligne simplifiés. On voyait des services de livraison de nourriture à domicile simplifié, de services de transport simplifiés. Mm-hmm. On voyait tous ces services-là qu'on utilise. Puis là, on voyait qu'au niveau de l'assurance, il y avait comme une belle opportunité, un manque dans cette industrie-là. Puis on a décidé, dans le fond, à deux, d'associer nos forces pour fonder U7. Philippe, mon partner, lui, dans le fond, est un ingénieur logiciel. Il a une maîtrise en génie informatique de la Polytechnique, puis il a 12 ans d'expérience en développement logiciel. Puis moi, de mon côté, j'ai un background dans les services financiers. J'ai un bac en finance. J'ai 10 ans d'expérience dans les services financiers à Toronto et Montréal. Puis je suis courtier d'assurance. Donc, on a vraiment décidé de mettre ensemble nos forces collectives puis de créer une solution qui simplifie le magasinage d'assurance puis qui permet aux usagers à la fin d'avoir la meilleure offre disponible sur le marché et de pouvoir l'acheter directement en ligne avec nous. Donc, vous êtes un comparateur. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au point où on obtient une assurance directement à partir de votre service, ou c'est ça? Oui, exactement. C'est ça le différenciateur. Il y a beaucoup de comparateurs qui existent sur le marché, puis je n'ai pas besoin de nommer des noms, vous allez en connaître. Mais souvent, ce qui arrive avec ces comparateurs-là, c'est que lorsqu'ils vont montrer un prix, ensuite de ça, il faut que le client transige directement avec la compagnie d'assurance afin d'obtenir sa police d'assurance. Puis lorsque souvent, les compagnies d'assurance ne sont pas nécessairement aussi numériques que U7, donc pour eux, il faut les appeler, puis il faut répéter pas mal toutes les informations qu'on a mises en ligne au téléphone pour conclure l'achat de la police. Donc, c'est vraiment un processus un peu fatigant. Puis nous, vraiment, le client, on met le prix qu'on montre en ligne et le prix qu'on peut offrir au client, et le client peut acheter en ligne et recevoir son contrat d'assurance par la suite ou de la part de U7, dans le fond, directement. Puis nous, on agit vraiment en tant que courtier. Donc, on travaille avec plusieurs différents assureurs. On n'a pas de conflit d'intérêt. Il n'y a pas un assureur en particulier qu'on priorise. On est vraiment là pour offrir la meilleure police possible aux clients. Oui, j'allais dire, vous faites vraiment la job d'un courtier, mais vous faites ça en ligne entièrement. C'est ça. Oui, exactement. Puis c'est pour ça que oui, exactement. Ça résume bien. Ouais, j'ai rien à rajouter. C'est correct. C'est une excellente réponse. Dans ce que vous me disiez, puisque là, on va parler, vous avez reçu, vous devez lever quand même quelques millions de dollars en financement, mais avant ça, tu te présentes ton service en disant, les gens qui l'utilisent, il y en a quand même plusieurs en ce moment, peuvent économiser jusqu'à 30% sur leur prime d'assurance en passant par vous. Comment vous arrivez à obtenir un rabais? Est-ce que c'est le poids du nombre? Comment vous fonctionnez pour arriver à ce montant-là, cette économie-là? Oui, nous, c'est vraiment basé sur le fait qu'on est indépendant. Puis donc, on travaille avec le plus d'assureurs possible afin d'avoir des prix compétitifs. Puis qu'est-ce qu'on remarque souvent, c'est que les assureurs avec qui on fait affaire sont généralement des assureurs qui vont faire affaire avec des courtiers. Donc, ils vont faire affaire avec des courtiers traditionnels, donc qui n'est pas une industrie qui a vraiment changé dans les derniers 30-40 ans. C'est très vrai. Mais nous, ce qu'on permet à faire ces assureurs-là, c'est de les amener en ligne directement, puis de les connecter directement aux clients de façon numérique. Puis donc, c'est des offres souvent que les clients ne seraient pas capables d'avoir par eux-mêmes s'ils allaient en ligne, parce que ces assureurs-là passent seulement à travers un courtier. Pas une présence, une place d'affaires autonome, disons.
Exactement. Donc, Mhm. ça nous permet vraiment d'amener une nouvelle. C'est le fun parce qu'on on a un marché, on a une place de marché, en fait, où on veut permettre aux clients d'avoir la meilleure police d'assurance possible, mais on veut aussi permettre aux assureurs de connecter avec une clientèle cible qu'ils visent. Puis, comme ça, c'est vraiment ça qui permet d'avoir des grandes économies. Puis aussi, le fait qu'on a automatisé plusieurs tâches qui sont normalement faites de façon manuelle par un courtier ou par quelqu'un certifié auprès de l'autorité du marché financier, ça nous permet justement d'offrir des prix le plus bas possible pour nos clients. Puis, Ouais. tu sais, on a aussi, nous, ça fait quand même, on a lancé la première version de la plateforme en 2019. On a vraiment visé le marché du Québec pour débuter. Puis on a commencé avec un produit vraiment spécifique qui était l'assurance habitation pour les locataires. Ah, OK. Donc, ce produit-là qui est vraiment souvent pas nécessairement priorisé par les assureurs traditionnels ni les courtiers parce que Un peu négligé, ouais. exactement, c'est généralement des plus petites primes et c'est une clientèle qui va bouger souvent. Donc, il va avoir beaucoup de points de contact à devoir faire avec la clientèle. Mais nous, on a vraiment bâti notre système numérique qui permet de vendre des polices de façon la plus automatisée possible sur le marché. Puis, ça nous a permis de lancer ce premier produit-là sur la niche des locataires. Puis ensuite de ça, on a vraiment décidé de suivre nos clients dans leur évolution. Donc, en 2020, on avait beaucoup de locataires qui ont acheté leur premier condo. Donc, ils faisaient l'achat de leur premier condo. Donc, on a sorti l'assurance habitation pour les propriétaires de condos. Puis là, ce qu'on a réalisé en 2020, c'est que beaucoup des gens qui achetaient une assurance condo avec nous avaient aussi une auto qui voulaient assurer. Donc là, en 2021, on a lancé l'assurance auto aussi. Puis là, finalement, ce qu'on a réalisé en 2021, c'est que beaucoup de gens qui ont une auto ne sont pas locataires ni propriétaires de condo, sont propriétaires d'une maison. Donc là, en 2022, on a lancé l'assurance habitation pour les propriétaires de maison. Puis là, ça, c'est vraiment tout au Québec qu'on a fait ça. Mhm. On est une entreprise basée à Montréal, donc c'est vraiment un service d'ici. Puis là, vraiment, la prochaine étape pour nous, c'est de grandir à travers les autres provinces canadiennes, en commençant par l'Ontario, où on vient tout juste de lancer nos services. Ben, En fait. ouais, c'est ça. Ben, j'allais dire parce que vous venez de lever, je pense, c'est un petit peu plus que 2 millions de dollars. Tu Ouais, parlais des 2,1. investisseurs parce qu'ils Ouais. ont l'air quand même assez crédibles. Parce que justement, U7, c'est un nom qui est nouveau pour la plupart des gens là, qui ne l'utilisent pas, évidemment. Donc ça vous renforce, ça vous donne une crédibilité. J'imagine que ça apporte une expertise. Comment vous allez profiter de tout ça là, en ce moment, dans les prochains mois, prochaines années? Oui, c'est ça. Nous, dans le fond, c'est une ronde de financement où on a été quand même assez chanceux. Au niveau du montant qu'on est allé chercher, c'est un bon montant d'investissement pour une compagnie à notre stade, mais c'est surtout aussi la qualité des investisseurs qu'on est allé chercher. Donc, Mhm. on a vraiment visé à aller chercher des gens qui ont énormément d'expérience, donc beaucoup plus d'expérience que Philippe et moi de par notre âge, de l'expérience dans le domaine de l'assurance, mais aussi des gens qui ont de l'expérience dans le domaine des technologies. Puis par exemple, pour donner un des investisseurs du milieu de l'assurance, son nom c'est Don Fox. Lui, en fait, il a été un très haut placé chez Intact, qui est la plus grande compagnie en fait d'assurance auto-habitation au Canada. Donc, Oui. lui a fait sa carrière principalement dans le domaine des assurances. Il s'est joint à notre ronde. On a un autre investisseur, Neil Mitchell, aussi, qui lui a travaillé dans un des plus gros cabinets en assurance au Canada qui s'appelle Marsh. Donc, lui, vraiment plus dans le domaine du courtage. Puis, il a monté les échelons jusqu'à devenir Managing Director. Donc, il était le plus haut placé pour les opérations canadiennes pour Marsh. Puis, c'était plus de 2 milliards de primes sous gestion qu'ils avaient. Puis, au niveau de la technologie, on s'est dit, on veut aussi aller chercher un penchant de gens qui ont de l'expérience au niveau de la tech. Un des investisseurs qu'on est allé chercher, c'est Nicolas Bouchard, qui a fondé du Proprio. Oui. Donc, c'est essentiellement une entreprise qui a pris un milieu très traditionnel, le courtage immobilier, puis qui l'a rendu beaucoup plus simple et beaucoup plus numérique. Donc, il y a quand même beaucoup de parallèles avec U7. Avec ça, puis on est aussi allé chercher Joe Canavan, qui lui est un des investisseurs les plus actifs en FinTech au Canada, puis a été en fait la première personne à écrire un chèque à Wealthsimple, qui est une des plus grosses apps FinTech au Canada, qui a levé plus de 900 millions de dollars jusqu'à présent. Donc, lui était là. C'est le premier chèque de la première ronde de financement. Donc, lui aussi nous a supporté dans cette ronde-là. Donc, ça, c'est vraiment des gens qui sont là pour nous accompagner puis nous offrir du temps et des ressources pour faire grossir la compagnie. Donc, ouais, c'est vraiment bien. Ben, ça ajoute à la crédibilité de ce que vous faites. Ces gens-là, clairement, ils doivent savoir s'il y a un besoin ou pas pour votre service. Peut-être de vous appuyer comme ça donne un bon signal qu'il y a une demande pour ce genre d'outils-là. Ouais.
Moi, je voulais te demander, Xavier, comment vous faites pour comparer? Tu parlais de la difficulté de choisir une police d'assurance, de comparer, mais tu as un bon prix, et tu te rends compte que la police est complètement différente. Comment vous faites avec votre application? C'est une application, YouSet? Oui, c'est une application web qui peut être utilisée sur ce téléphone mobile aussi. Ouais. Voilà. Comment on fait pour comparer? Comment vous faites pour comparer des pommes avec des pommes? Deux polices avec la même couverture, les mêmes conditions, les mêmes trucs. Est-ce que c'est vous qui faites ça avec votre sauce secrète ou c'est vous demandez les bonnes informations des entreprises qui offrent les assurances? Oui, non, ben, nous, tu sais, les compagnies d'assurance avec qui on travaille quand même étroitement avec elles parce qu'on doit avoir leur autorisation d'offrir leurs produits parce qu'au final, c'est eux qui vont assurer le client. Donc, c'est sûr que nous, chaque fois qu'on amène un nouvel assureur sur la plateforme, on s'assure de bien présenter les produits. Puis c'est aussi l'assurance, c'est un domaine hyper réglementé au Québec auprès de l'Autorité des marchés financiers. Puis il y a différents organismes de réglementation au Canada aussi. Donc, on s'assure de faire ça de la bonne façon. Mais aussi, ce qui aide, c'est qu'on a beaucoup de choses qui se passent un peu derrière le regard des clients. Les clients ne vont pas voir ce qui se passe, mais nous, on a 3 ingénieurs logiciels qui travaillent à temps plein sur la plateforme. Donc, quand vient le temps de comparer ce qu'un utilisateur pourrait faire par lui-même à la maison, par exemple, en ouvrant différents sites web, nous, on est des ingénieurs qui ont fait en sorte qu'on présente vraiment la meilleure offre qu'on a trouvée sur le marché, puis notre engin de recommandation, quand le client rentre ses informations, se connecte directement à toutes les compagnies d'assurance, puis élimine les compagnies les moins intéressantes une après l'autre. Puis souvent, ça va être par rapport à une compagnie qui a un prix très élevé, une compagnie qui n'a pas des protections pour le client. Des fois, il y a des compagnies qui ne vont pas assurer un client qui habite dans un certain secteur. Oui, inondable, ça par exemple. élimine. Nous, on les élimine automatiquement, puis on présente la meilleure offre qu'on a trouvée sur le marché pour le client directement. Donc, ça, on a mis beaucoup de travail là-dedans pour se rendre où on est là. Philippe et moi, ça va faire bientôt 5 ans qu'on travaille sur YouSet. Donc, il y a énormément de temps qui a été mis dans le produit puis dans l'engin de recommandation pour que nos algorithmes fassent les meilleures recommandations possibles aux clients. Puis un truc aussi, je vends un peu ma salade en ce moment, mais d'un point de vue externe, aussi, on a quand même, là, on a passé le cap de 1000 avis 5 étoiles en ligne sur Facebook et Google. Puis ça, c'est des avis des clients. Au début, je vais être honnête avec vous, c'était ma famille puis mes amis. J'espère que les notes étaient bonnes quand même. Oui, c'est ça. Quand il y en avait 3-4, c'était vraiment, mais rendu là, j'ai pas autant d'amis ou de gens dans ma famille. Fait que, c'est vraiment des clients qui ont pris le temps de mettre un commentaire positif et qui aiment leur expérience. Puis c'est ça qui nous aide. C'est vrai, Alain, tu l'as mentionné tantôt, c'est un challenge de ne pas être connu encore. Comme nom, on est un nouveau nom sur le marché. Par contre, ce qu'on s'assure de faire, c'est de bâtir notre marque de la bonne façon, un client à la fois, puis en offrant une bonne expérience client pour chaque client qui prend le temps d'utiliser nos services. Puis ça, c'est vraiment ce qui nous aide avec ça. Après, c'est le bouche-à-oreille, qui est vraiment, on a beaucoup de stratégies d'acquisition de clients, mais le bouche-à-oreille reste probablement la meilleure stratégie quand un client est satisfait puis va référer nos services à d'autres membres de sa famille ou à des amis. On voit ça beaucoup, surtout au stade où on est rendu là, il y a beaucoup de clientèle qui vient de cette façon-là. Ouais. C'est intéressant, ça va être intéressant de suivre où est-ce que vous allez avec ça. Je t'avouerai que le parallèle avec du proprio, vraiment, c'est ce qui m'a intrigué dans votre présentation, quand on s'est contacté la première fois, parce que écoute, du proprio, ils sont partis effectivement contre des moulins à l'époque, parce que le secteur immobilier ne voulait pas de ce mouvement-là sans représentation, sans courtier. Puis clairement, ils ont eu un beau succès, donc je pense qu'au milieu de l'assurance, il y a de la place. Est-ce que vous voyez dans quelques années là, élargir votre service à d'autres créneaux dans les fintech ou dans l'espèce de secteur des technologies financières plus larges? Oui, ben nous, c'est sûr qu'il y a comme deux façons dont on va grossir la compagnie. C'est vraiment, dans un premier temps, c'est de manière géographique. Donc, c'est vraiment d'être disponible dans toutes les provinces canadiennes. Donc, ça, c'est un objectif qu'on vise. Puis c'est un défi parce que chaque province a un cadre réglementaire différent, des assurances souvent aussi différents. Donc, c'est un bon challenge pour un problème qu'on a. Puis ensuite de ça, c'est vraiment d'offrir le plus de produits possible de façon numérique. De produits d'assurance. Pour débuter, il y a à peu près une trentaine de produits qu'on pourrait offrir. Là, on en offre 4 présentement. Donc, on a une grosse opportunité d'offrir d'autres produits d'assurance. Puis, au final, notre vision vraiment, c'est que le client puisse venir vers YouSet pour tous ses besoins d'assurance, puis tout soit fait en ligne de façon simple. Puis, s'il y a eu une bonne expérience pour son assurance auto, que ce soit la même chose pour son assurance habitation, puis pour d'autres produits d'assurance plus tard aussi. Là. Donc, c'est vraiment. Éventuellement prendre en charge même les réclamations, puis ce genre de choses-là?
Ça, c'est quelque chose que les assureurs aimeraient beaucoup parce que c'est une partie qui est très peu automatisée présentement. Oui, ben Donc, exact, c'est c'est ça, je encore me très, rappelle. On va c'est parler de ça avec très, les assureurs. Ouais. ouais, c'est très peu automatisé. Donc, oui, il y a définitivement aussi de façon d'être plus présent après la vente, puis surtout en cas de réclamation, que présentement, on travaille vraiment étroitement avec les assureurs pour ça, mais au niveau de la numérisation, il y a énormément qui pourrait être fait là. Oui, c'est vrai. Ah, effectivement. Ben, Ouais. écoute, ça va être intéressant. On va suivre ça de près. Merci d'avoir été avec nous, Xavier Freeman, PDG et cofondateur de U7, service courtier numérique, littéralement en ligne d'assurance auto et habitation. C'est super intéressant. Merci, Xavier, d'avoir été avec nous. Super. Merci Alain, merci Pascal. À la prochaine. Merci Au beaucoup. revoir. Nous, on prend une mini pause, puis on revient avec nos tests de produits, dont ce élégant téléphone blanc. Haha! Ce n'est pas un éléphant, par contre, un téléphone très léger. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à une tasse de tech, édition de la Miaou, et c'est tout ce que je veux dire là-dessus, parce que vous savez comment ça se passe dans la vie, on fait des jeux de mots quand on n'y pense pas trop. On a cette semaine, juste avant de parler des produits, nous sommes évidemment de retour pour une série de balados. Là, on est parti pour l'automne, ça va durer longtemps. On a pris quelques semaines de congé cet été parce que c'est l'été, hein, c'est fait pour jouer, on s'entend. Si vous voulez voir nos archives, écouter nos archives, je salue d'ailleurs les gens qui nous écoutent. J'ai reçu des messages, plus que je l'aurais cru au courant des dernières semaines, de gens qui s'ennuyaient de nous, Pascal. Donc, tu as le bonjour de Grégory, un collègue d'université que j'ai pas revu depuis longtemps, qui nous a écouté. Il m'a dit qu'il a écouté toute la saison en rafale en revenant de Terre-Neuve. D'ailleurs, faut que je lui réponde. J'ai pas eu le temps, moi non plus. Là. J'ai vu son message plus tôt cette semaine. Je salue aussi Benoît qui nous a écrit, qui, lui, avait des questions et je suis d'accord avec lui. Pourquoi sur YouTube, on est juste en 720p? Je pense que c'est même moins que ça. C'est la faute à iMovie. OK, on va en reparler notre tantôt. Mais bref, nos archives sont disponibles sur le site du 98.5fm.ca où il y a la section balado. Vous trouverez une tasse de tech. Vous pouvez aller sur évidemment nos pages respectives sur Apple Balado, Google Balado, Spotify, on est aussi sur Deezer, on est parti. Les agrégateurs, évidemment, vont chercher aussi nos balados. Là, si vous êtes de grands fans de balados, vous pouvez aller les chercher. Et je veux dire une dernière chose là-dessus. Si vous avez une montre connectée, peu importe laquelle, de plus en plus, la grosse mode, c'est de mettre des balados là-dessus et de les écouter quand vous vous promenez avec vos écouteurs, que ce soit pour de la marche ou du jogging ou du vélo, peu importe. On ne va pas vous dire de courir plus vite ou de pédaler plus parce qu'on n'est pas dans le sport, mais on est là pour votre santé physique, les amis. Donc, n'hésitez pas à écouter une tasse de tech. Nos archives sont excellentes. Il y en a encore de très bonnes qui remontent parce qu'on est en saison 7 jusqu'à la saison 1. Ça fait quand même beaucoup de contenu. Donc, si vous pédalez jusqu'en Gaspésie, il n'y a pas de problème, on est là pour vous. Non, mais ça fait longtemps. On ne devait pas présenter des produits à un moment donné? À 45 minutes l'épisode, là, cette saison, on en a pour une couple d'années, une couple d'heures. Pas beaucoup. Écoutez les podcasts en accéléré sous le temps, le fun, pour on a avoir plus de rythme quand on court. Effectivement. J'ai profité des vacances pour essayer plus durablement, parce que souvent, on le fait un peu vite. Là, le nouveau Pixel 6a de Google, qui est l'appareil de milieu de gamme décliné du Pixel 6 tout court, n'est-ce pas? Qui a été lancé à la fin juillet. Donc, j'arrive, je ne suis pas nécessairement en avance avec ça, mais je vais vous en parler parce que c'est un appareil qui est vendu $600. Je parlais dans l'actualité du Moto Edge qui s'en vient. C'est à peu près le même prix. Là. C'est à peu près le même genre d'offre en termes de matériel et de quincaillerie. À l'exception que chez Google, le Pixel 6, c'est de loin le meilleur téléphone qu'ils ont fait à date et que le 6A devient par défaut un des achats de téléphones Android les plus conséquents et les plus logiques que vous pouvez faire. C'est un beau téléphone. Il est offert. Moi, j'ai l'édition, je pense qu'il l'appelle, j'ai oublié, Cray. En tout cas, ils ont des beaux noms pour leur couleur. Malheureusement, c'est des beaux noms en anglais. En français, on a comme une espèce de traduction. Il y a l'édition vert Irish Spring, style savon. Ils l'appellent pas comme ça, les autres, mais moi, je l'appelle comme ça. Ils ont une version bleu foncé noir, je pense qu'ils l'appellent Charcoal, qui est bien aussi. C'est un téléphone qui a un design appartant qui le distingue parce que l'espèce de boîtier avec le fini en arrière qui est laqué, mais qui aussi fait une belle bande foncée pour l'appareil photo. Ça le distingue vraiment des appareils Android qui ont tendance à avoir tout à peu près le même look. À l'avant, on a un écran de 6,1 pouces, donc c'est un appareil qui est pas gros, qui est pas petit, qui est comme d'un format tout à fait correct. Moi, je suis un fan. Moi, j'étais un adopteur ce qu'on appelle les phablettes à l'époque. Là, comme je me suis précipité sur la Galaxy Note à l'époque, donc j'aime les gros appareils, mais celui-là, je le trouve une petite affaire petit, mais la plupart des gens vont le trouver super correct parce que c'est un bon format d'écran. Écran qui est peut-être moins sophistiqué un peu que celui du Pixel 6. On voit la bordure, des choses comme ça. C'est pas un gros irritant. Il y a toujours la petite caméra, la petite encoche pour la caméra en haut, l'espèce il appelle ça le trou de poinçon en anglais. C'est un appareil qui est animé par le processeur, le même processeur que le Pixel 6, le processeur Tensor, qui
on va s'entendre, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est un processeur qui est quand même assez intéressant, qui vient avec un coprocesseur qui travaille beaucoup la photo, tout ce qui est algorithme, là, pour le dire comme ça, qui est le fameux moteur neural, comme ils disent en franglais, qui ajoute une capacité de traitement d'image, qui fait qu'il est quand même assez intéressant et surtout qui optimise l'utilisation des applications et de la batterie pour, Google dit pour 24 heures d'utilisation. Moi, je vais vous dire, pour une bonne journée d'utilisation qui ne sera pas 24 heures parce qu'à un moment donné, il faut dormir, donc branchez-le, ça va arriver vite. La batterie se vide au fil de la journée assez rapidement à cause de la connexion 5G, surtout qu'on le sait qu'il est très énergivore, donc c'est ça, on ne s'en sort pas. Mais c'est quand même bien optimisé par Google qui arrive à produire une bonne autonomie d'un appareil pas très cher et qui n'a quand même pas nécessairement une très grosse batterie non plus. Écoute, ce qui est intéressant, il y a deux choses intéressantes. On a revu l'appareil photo pour le simplifier, mais on a quand même un bon travail au niveau de la retouche numérique. Qui améliore beaucoup les photos, surtout qu'on n'a pas un gros zoom. Là. Il y a un zoom 2x numérique qu'on peut ensuite, encore exagérer, mais encore là, on voit tout de suite la retouche. Mais sur le 2x, on n'est pas pire. Il y a un beau mode grand angle. La photo de nuit, c'est la force de cet appareil-là. Comme le Pixel 6, on s'entend en mode sombre. Là, les couleurs sont rehaussées. Les images sont quand même plus nettes que ce qu'on s'attendrait à avoir. Et je vous dis ça comme ça parce que c'est une parenthèse qui s'en vient de plus en plus intéressante. On peut tout de suite, aujourd'hui, dès maintenant, installer là-dessus la version bêta publique d'Android 13 qui n'est pas un changement incroyable par rapport à Android 12, mais qui est quand même déjà disponible sur cet appareil-là, ce qui va prendre beaucoup de temps sur d'autres appareils, surtout chez Samsung et les autres fabricants qui attendent toujours un certain cycle là, avant de faire ce renouvellement-là. Il apporte beaucoup de corrections au niveau de la sécurité, des correctifs apparents, comme on peut gérer mieux la façon dont nos données sont partagées, des trucs qui sont moins apparents là, au niveau des protocoles d'échange d'informations, notamment du côté de Bluetooth et de protocoles comme ça. Donc, si vous voulez être dernier cri, c'est vraiment un excellent choix. Autre détail intéressant, que ce soit Android 13 ou 12, l'interface utilisateur du Pixel est unique. C'est pas juste Android out of the box. Là. Il y a comme une couche dessus, mais elle est très jolie. Pour moi, c'est ma préférée. Évidemment, c'est personnel, mais je vous dis, si vous en voulez un beau, là, qu'il n'y a pas de logiciel superflu là-dedans, il n'y a pas d'application forcée dès l'usine à être installée parce que, bon, il y a des échanges commerciaux qui se font derrière tout ça qu'on ne voit pas. Google le vend, il est livré tel quel avec les services Google. C'est excellent, ça fonctionne très bien. Il y a, bon, évidemment, une bonne autonomie. En revanche, sur la retouche numérique, j'ai dit tantôt, c'est un plus. Ça peut facilement devenir un moins si on est tranche de vie. J'ai rencontré une famille de caribous sur la route il y a quelques semaines et j'ai voulu prendre une photo. Et le zoom, que je pense que je me suis rendu à 5x, sur la retouche, on dirait que j'ai dessiné des caribous sur une photo. Là. C'est vraiment, malheureusement... Cours après le trouble. Ben, tu sais, fait que c'est un peu limité. Il ne faut pas non plus imaginer que ça va faire des miracles. Et bon, point de vue matériel, c'est pas un gros défaut, mais l'encoche pour la caméra, c'est comme elle est protubérante, n'est-ce pas? Ça sort du boîtier, donc c'est une petite affaire qui peut. Vous pouvez l'accrocher sur l'espèce de petit bouton métallique de votre poche de jeans, puis là, vous en voudrez, puis ça va faire laisser le C'est un exemple assez précis parce que ça m'est déjà arrivé. OK, c'est ça, mais tu portes des jeans très, très serrés, hein, c'est ça. Je veux dire, non, mais il y a toujours cette espèce de petit bouton en métal là, qui tient l'espèce de petite pochette qui a un nom là, que j'oublie dans la poche. En tout cas, là, je vous évite les détails, mais ça peut marquer ça. Ça peut marquer les surfaces vitrées et ça, c'est arrivé dans ce cas-ci. Donc, c'est un appareil, écoute, à ce prix-là, c'est en ce moment au Canada l'appareil à considérer. Il n'y a pas 800 façons de le dire. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Et évidemment, choix. comme c'est Google, il est assuré d'avoir la plus récente version d'Android tout le temps pour au moins 3 ans, le jour où il n'en parle pas, comme 6 mois plus tard. Donc ça peut être un plus aussi parce que ça améliore souvent le comportement du téléphone rapidement et ça permet de faire le ménage et de libérer de l'espace et d'avoir un appareil qui, à nouveau, est plus réactif. Ouf! Hey, je suis Avec les feature drop en plus, qui des fois ajoutent des fonctionnalités. Bon point, exactement. Puis les mises à jour de sécurité qui sont à peu près mensuelles aussi, qui font la même belle différence. Et si vous en voulez un peu plus, parce que vous dites, waouh, $600, c'est pas cher, il me reste un peu d'argent. Google a aussi présenté la semaine suivante, donc la semaine passée, les Pixel Buds Pro, qui est je ne sais pas si on peut dire la deuxième, mais qui est la nouvelle version, en tout cas, des écouteurs sans fil de Google. Il y a une grosse affaire. Ils ressemblent beaucoup aux Pixel Buds tout court, mais eux, ils sont vaguement jaunâtres là, au lieu d'être blanc, donc c'est une façon de les différencier. Visuellement, c'est la différence, parce que le boîtier de chargement, de recharge, est à peu près la même chose. Il y a une petite différence, mais il y a l'espèce de même forme, comme un gros caillou là, arrondi, blanc. Donc, c'est un appareil, moi, je le trouve très élégant au premier coup d'œil, il n'y a aucun doute. Ces appareils-là se vendent $260, ce qui est à la fois cher et pas cher, parce que c'est cher pour des écouteurs, mais c'est pas cher parce que ça se veut une espèce de coche au-dessus de l'appareil des écouteurs Bluetooth normaux. Là, et la preuve, c'est que ça vient avec un service d'insonorisation ou un outil d'insonorisation active du son qui fonctionne de deux façons. Il y a évidemment l'utilisation de micro et de renvoi de signal sonore pour couper le bruit qui fonctionne assez bien. On voit la différence quand on l'utilise ou quand on le désactive. Et il y a aussi un outil, et tu en parlais tantôt, Pascal,
réglage de comment on les porte. Oui, l'ajustement des embouts. Voilà, qui vous dit, c'est un petit test dans les réglages, là, qui vous dit si vous les portez correctement, si l'embout est bien, il scelle bien votre conduit auditif pour vraiment bloquer le son extérieur. Moi, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Il me dit qu'il faut que je change d'embout. J'ai malheureusement été trop paresseux pour le faire jusqu'au bout. Donc, exact. Même chose pour moi, malheureusement. Et pourtant, j'ai essayé avec les mousses Comply. T'es allé plus loin dans le processus. OK, voilà. Je m'attendais à ce que ça améliore le son. Je n'ai pas réussi à avoir le son correct, reconnu. Il y a ça dans les AirPods Pro. Je pense que c'est les premiers qui ont fait ça. Ouais. Je trouvais ça le fun que cette caractéristique-là arrive. Ça permet de tirer le meilleur de ces écouteurs. Puis souvent, les gens ne le savent pas. Là. Il faut des fois essayer des embouts de taille différentes pour chacune des oreilles. Il y en a dans la boîte aussi. On peut choisir. Effectivement, mais c'est difficile d'atteindre l'espèce de niveau optimal de ce service-là. Cela dit, l'insonorisation, est correcte, peu importe. La qualité sonore, moi, je l'ai trouvé un petit peu faible. On a déjà parlé ici des écouteurs Nothing Ear 1 là, qui sont indépendants, là, mais qui sont très liés à Android, qui ont un son, à mon avis, c'est ma référence en ce moment. Ils sont loin de ça. C'est pas encore ce niveau-là. Donc, j'étais un petit peu déçu. Le spectre sonore est pas terrible. Les basses sont pas super basses, les hautes sont pas super hautes. Donc, on perd un petit peu de l'image du paysage audio, là, disons-le comme ça. En revanche, il y a des surfaces tactiles sur chacun des écouteurs qu'on peut utiliser, personnaliser, qui fonctionnent très bien. Ils sont pas trop sensibles, ils sont pas trop pas sensibles, parce qu'il y en a aussi qui sont incapables de capter quand on touche. Eux, ils ont juste le bon dosage. Donc, l'interface, le OK Google là, pour parler à son assistant, tout ça fonctionne plutôt bien. Donc, les fonctions connectiques sont intéressantes. Avec le boîtier, on a 31 heures d'autonomie au total. Ça, c'est vraiment très bon. C'est un gros plus. Si vous êtes un voyageur fréquent qui ne jure que par son téléphone Android, c'est un compagnon qui va tout de suite avec. Il y a certaines petites fonctions qui sont exclusives au jumelage avec un Pixel. Donc, c'est peut-être plus intéressant en plus si votre téléphone, c'est un Pixel. Mais sinon, ça fonctionne évidemment avec Bluetooth de façon universelle et l'application Pixel Buds, je pense, qui s'installe sur tous les téléphones Android, va combler l'espèce de manque de jumelage, certains détails là, sur les réglages des écouteurs. Tout ça pour donc 260 $, ce qui est correct, mais ce ne serait pas mon premier choix, je vais le dire comme ça. Mais ce sont de bons écouteurs. J'attendais, parce qu'on en a parlé plus tôt cette année, Google a racheté un spécialiste de l'audio qu'on pensait qu'il allait nous offrir tout de suite des écouteurs haut de gamme avec un son incroyable. On n'y est pas encore, malheureusement. Peut-être la prochaine génération, mais pour l'instant, ça reste un bon choix si vous êtes dans la famille d'écosystèmes Google. Ça complète bien un Pixel et l'éventuel Pixel Watch parce qu'on peut jumeler les écouteurs à 2 appareils en même temps. Oui, ça s'en vient, là, la Pixel Mais même Watch. Le Pixel Watch, il y a beaucoup de critiques. Les rumeurs vont pas l'air très élogieuses. Donc là, je suis un peu embêté, mais on verra dans les prochaines semaines comment ça se passe. Mais bon, ils sont beaux. Je vais dire ça comme ça. Écoute, ouais. Puis moi, les Pixel Buds, ce que j'aime bien, c'est qu'ils n'ont pas de petites tiges. Oui, qui dépassent, pour faire le micro, je ne sais pas quoi. Et pourtant, j'ai fait des appels et personne ne remarquait que je parlais avec des écouteurs. Donc, je trouve ça très, très chouette. Mais c'est un des atouts de Google, là, cette espèce de capacité de langage, effectivement. Pascal, parle-nous un peu de toi, de ton appareil, parce que je sais que tu aimes les appareils e-ink, et donc tu vas pouvoir nous faire un compte-rendu détaillé de ça, là. Tellement heureux, puis tu l'as eu avant moi en plus, alors j'espérais pouvoir en parler avant toi aussi. C'est le MatePad Pro, la tablette en papier électronique de Huawei. Et là, je suis content de l'avoir en main parce qu'elle n'est pas offerte au Canada officiellement. J'ai fait des choses c'est pas dit qu'elle va l'être nécessairement. Tu l'as demandé, je pense que tu peux l'avouer. Je l'ai réclamé avec insistance en disant j'aimerais beaucoup, beaucoup en parler parce que oui, j'aime beaucoup les tablettes en papier électronique. J'ai la Supernote avec moi, j'ai celle de la Remarkable, j'ai pu les comparer, les tester, celle de... Moi, j'ai une Boox plus petite couleur, effectivement, que j'ai comparé dans mon essai. Comment tu la trouves, la MatePad? Je trouve ça, elle est vraiment très chouette. C'est une tablette en papier électronique de 10,3 pouces qui m'a surpris à beaucoup de niveaux. J'ai d'ailleurs pris avec la tablette un paquet de notes. Tout d'abord, elle se déverrouille avec l'empreinte digitale. Donc, ça peut être très rapide. Et si on veut, on peut prendre des notes rapides, un peu comme avec les téléphones Samsung, sur l'écran éteint. Donc, on n'a qu'à approcher le stylet de l'écran éteint et on peut tout de suite prendre une note et ça évite d'avoir à déverrouiller pour rapidement prendre une note. Comme le pencil sur l'iPad, le stylet qui se tient de façon numérique sur le boîtier de la tablette, là, effectivement. Et voilà, et tu as tout à fait raison, c'est l'autre chose qui m'a surpris. Je m'attendais à un stylet EMR, qui n'a pas besoin de pile, qui n'a pas besoin de synchronisation. Le stylet du MatePad Paper, le MatePad Paper de Huawei, est avec Bluetooth. Ouais. Et donc c'est un stylet Bluetooth qui, comme tu le dis, se recharge
comme le iPad en posant son stylet sur le côté de la tablette. Donc, ça tient très bien, mais j'étais surpris de voir qu'il fallait recharger son stylet et il fallait le synchroniser par Bluetooth. Ouais. Sinon, le stylet ne fonctionne pas. Très particulier. L'autre chose qui m'a surpris en le démarrant, il y a des haut-parleurs intégrés. Ah oui, OK, ben oui. Et je crois en fait, que c'est vraiment comme une tablette entière avec un écran monochrome, en gros, c'est ça. C'est une tablette, exactement. Je crois que c'est comme ça que Huawei l'a conçu, comme une tablette standard, avec un processeur puissant, peut-être trop puissant même pour une tablette en papier électronique. On n'a pas besoin de rafraîchir l'écran. On ne peut pas rafraîchir l'écran en papier électronique aussi rapidement qu'un écran LCD, mais ça réagit très, très vite. Ouais. Très, très le fun. J'ai trouvé que ça répondait très bien. Ça fonctionne avec Harmony OS, variante d'Android. Là, je me suis dit, ben c'est pas pire. Je vais pouvoir utiliser le App Gallery pour télécharger des applications. L'App Gallery Huawei, c'est l'alternative au Play Store de Google. Ouais. Malheureusement, la fonction n'est pas offerte au Canada. J'ai configuré. Et pourtant, ce qui m'a surpris, l'autre belle chose qui m'a surpris en le configurant, j'ai la configuration, voulez-vous que votre tablette soit en français? Français, Canada. Voilà. Donc, il reconnaît bien toutes les préférences clavier QWERTY. Il était AZERTY au départ, côté français de France. Petit détail, il suffit de le changer, ça fonctionne très bien. Fait que j'ai beaucoup aimé. L'autre chose qui m'a surprise, il est rétroéclairé. Oui, la Remarkable n'est pas rétroéclairée. Pour lecture de nuit, c'est pratique. Et donc, c'est très pratique. Et comme je n'ai pas pu utiliser je reviens toujours sur mon exploration, comme le App Gallery n'était pas disponible, je me suis rendu compte qu'on pouvait quand même installer des applications pour télécharger. J'ai utilisé ces APK Pure. Oui. APK Pure, APK Mirror en est un autre aussi, qui font plutôt bien. Exactement. Il y a plusieurs applications comme ça qui permettent de télécharger des fichiers APK. Encore une fois, j'aurais pu télécharger le Play Store carrément. J'ai pas osé. C'est quand même des données puis je suis pas sûr, je suis un peu méfiant sur l'idée d'installer le Les services Play Google Store. fonctionnent sur la tablette? J'ai pas vu ça. Écoute, j'ai vu les applications Android, on peut télécharger l'APK du Play Store. Ah, OK. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Je vais vous dire un truc là-dessus. J'ai pas osé. Je suis allé à une conférence Huawei il y a quelques semaines et j'avais vu des appareils avec Google Maps, avec Gmail, YouTube d'installer. Je me disais, mais comment cela est donc-il possible? Il existe des émulateurs qui agissent littéralement comme une couche logicielle par-dessus qui permettent d'installer les services Google sur les produits Huawei. Puis ça, c'en est un. Il y en a un qui s'appelle G-Space, comme Google Drive, le G-Drive, ces choses-là, qui agit comme ça. Donc, c'est une façon, effectivement, de contourner le système, d'aller chercher ces applications, ces services du côté de Google, effectivement, sur les produits Huawei. Écoute, à part ça, c'est vraiment chouette comment j'ai aimé ça. J'ai pas trouvé le mode gaucher. Je me suis dit peut-être que je l'ai trouvé, je ne l'ai pas trouvé. Il y en a un? Non, je pense qu'il n'y en a pas, mais la paume, comme le stylet. Ça fonctionne bien quand même. Ouais, c'est ça. Ça fonctionne bien quand même. La pointe et non la paume, effectivement. L'aspect psychologique que même en tant que gaucher, ça fonctionne. Et une fonction que j'ai trouvée chouette aussi, la projection vers un autre écran. Standard. Donc, je voulais le faire en démo, là, mais étonnamment, ça fonctionne sur un de mes laptops, mais pas sur l'autre. Il y a quelque chose qui cloche. Pour partager l'écran de sa tablette en papier électronique. Alors, on pourrait s'en servir comme pour faire des dessins, une présentation, par exemple, avec une tablette tactile. Faire des trucs comme ça dans des présentations, ça pourrait être une option. C'est une tablette qui, je le répète, n'est pas disponible au Canada, mais il est possible de l'utiliser. On n'en tire pas le meilleur parce qu'évidemment, l'écosystème Huawei, par exemple, pour la connecter à son téléphone, on peut le synchroniser à son compte Huawei. C'est super simple. Avec un téléphone Huawei, tu scannes un code sur ta tablette, ça se communique tout de suite. Tu as les mêmes étapes, même synchronisation, disque dur de stockage gratuit. Malheureusement, comme on n'a pas de téléphone Huawei, ça ne fonctionne pas. C'est 700 $, ce n'est pas donné. Mais si vous êtes à l'étranger, si vous êtes ailleurs, et c'est intéressant. Si vous aimez le papier électronique, je ne suis pas déçu. J'ai été surpris à beaucoup d'endroits, mais... C'est une liseuse haut de gamme, très mince en passant. Le profil matériel est étonnant. Parce que d'habitude, les liseuses sont un peu plus grosses. Moi, je la compare avec la Boox dont on a parlé. La Boox qui avait un écran couleur, mais c'était pas, ça reste du e-ink. Comme liseuse, j'ai adopté le MatePad rapidement parce que le format est vraiment intéressant. Très légère, très mince. Écoute, juste pour te donner une référence, ceux qui le voient sur YouTube, là, ça, c'est la Supernote.
Le Supernote a presque 1 pouce de plus en longueur. C'est un beau produit matériel, définitivement. Oui, et elle est sensiblement, je dirais qu'elle est légèrement plus mince. L'étui est magnétique en passant. Si vous avez le truc, je pensais qu'il fallait la coller à l'intérieur, mais l'étui qui est très luxueux, on pose la tablette dessus et hop, ça colle. Voilà, oui. Ce qui fait que quand on la lève, qu'on la tient juste par la pochette, la tablette tombe. Il faut quand même faire attention. Exactement, exactement. C'est magnétique, ça fonctionne bien si on est prudent, mais je me suis dit, jusqu'à quel point l'aimant est puissant. Oui, la tablette est tombée assez vite si on secoue, mais ça la garde bien en place dans l'étui et c'est très élégant et ça permet de détacher facilement sa tablette de son étui pour l'utiliser plus sans rebord, plus facilement. MatePad Paper de Huawei. Ouais. Il fallait voir ça. Les gens qui sont de grands lecteurs de livres numériques peuvent aller voir ça. Moi, je m'en suis servi pendant les vacances avec les enfants. J'ai installé Prêt numérique, l'application des bibliothèques du Québec. Et là, on a téléchargé quelques livres empruntés en toute légitimité, gratuitement, auprès de la bibliothèque de ma municipalité. Écoute, juste ça comble l'espèce de prix payé pour une liseuse parce qu'on a accès à des livres de bibliothèque gratuitement. Ça évite de les acheter. En tout cas, c'est une autre façon de consommer, mais ça permet de lire confortablement, même avec les enfants, parce que c'est pas un iPad. Donc, c'est une façon différente d'approcher le produit comme tel ou la plateforme. Voilà. Mais merci Pascal, c'est vraiment extrêmement intéressant. Une émission très chargée, comme à chaque semaine. Ben oui, retour de vacances, on a plein de choses à se dire, plein de choses à se partager. On en a plus encore, on va les garder pour la semaine prochaine. Je ne sais pas si tu veux remercier nos commanditaires. Ben oui, Microsoft, TELUS, Jura, GoDaddy.ca, merci, sans eux, le podcast n'existerait pas. C23, le groupe Cogeco qui distribue le podcast. Bonjour à tous les gens qui nous écoutent grâce à l'entremise du groupe Cogeco. Claude Hébert, la mise en onde. Alain McKenna, qui est au devoir, entre autres. Je vous salue. À la semaine prochaine. Merci Pascal. On se voit tout le monde la semaine prochaine ou on s'écoute la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. En attendant, prenez soin de vous et bonne fin de journée. Bye bye.